Boa noite a todos e a todas que estão acompanhando o terceiro Congresso Livre Virtual. É com muita alegria que apresentamos agora uma entrevista com o psicanalista e escritor Charles Melman. Autor de diversas obras de referência para profissionais da psicanálise, Melman é um dos fundadores da Associação Lacaniana Internacional e foi escolhido pelo Lacan para ser um dos dirigentes da École Freudienne de Paris. Quero deixar registrado o agradecimento do Livre ao Melman, que aceitou o convite para estar conosco e compartilhar um pouco sobre essa questão que muitos pais e educadores já se fizeram, do que sofrem os nossos adolescentes. Para mim, particularmente, é uma honra poder entrevistar uma das principais referências da minha tese de mestrado. Bonjour Melman, je suis Carlo Bianco. Excusez-moi, je ne parle pas français, mais je suis très content de parler avec vous. Je suis très content de vous entendre. Et vous parlez, pour le moment, vous parlez très bien le français. Merci, Melman. Em uma fala sua no Congresso Internacional de Psicanálise no Rio de Janeiro, o senhor define o adolescente como sendo um indivíduo que atingiu uma maturidade biológica e orgânica, mas que essa maturidade não é reconhecida como tal, nem na família, nem no social. O senhor poderia explicar melhor o que quer dizer com isso? Por que nós não reconhecemos os adolescentes como atores sociais e, principalmente, qual que é o lugar da escola nesse reconhecimento? Je voudrais vous faire remarquer d'abord que s'il y a des enfances heureuses, on ne connaît pas d'adolescence heureuse. Le traitement du malaise de l'adolescent serait facile si on pouvait lui mettre entre les mains, si on pouvait lui mettre un bon roman sur l'adolescence. Comme ça, l'adolescent ne se sentirait moins seul. L'âge de l'adolescence est très spécial. C'est en effet le moment où l'enfant, innocent, est introduit à la sexualité, pas par une décision familiale, mais simplement du fait de la maturation biologique. Il se retrouve donc sexuellement un adulte, alors que psychologiquement et socialement, il est toujours un enfant. Mais néanmoins, ses parents ne peuvent plus l'aimer comme lorsqu'il était innocent, parce que maintenant il a des poils. C'est-à-dire que avec cette entrée de la sexualité dans son corps, il a perdu son statut d'enfant. Mais il n'a pas trouvé un statut d'adulte, puisqu'on lui refuse l'exercice de la sexualité. Alors il cherche quelle est sa place et il n'en trouve aucune. Et donc il se sent seul, il se sent abandonné et il a l'impression que plus personne ne le comprend. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de savoir qui pourrait répondre à sa question fondamentale: comment traiter ces désirs sexuels adultes qui aujourd'hui m'habitent. La réponse
qu'il reçoit de l'entourage, qu'il soit familial, social, moral ou éducatif, peut difficilement le satisfaire, puisque la réponse de l'entourage, c'est d'avoir à refouler ses désirs sexuels et de se livrer à l'auto-érotisme. On ne peut pas dire que ce soit les meilleures conditions pour entrer dans la sexualité. Et je crois que c'est en 1904, Freud a écrit un article pour encourager la libre pratique de la sexualité entre lycéens de bonne famille. Je ne suis pas sûr que l'on pourrait encore aujourd'hui publier un tel article. Voilà en tout cas la réponse que je peux donner à votre première question. Outro ponto que o senhor coloca em alguns textos é que na adolescência, e o senhor citou um pouco isso agora, a família ela é destituída desse lugar de autoridade que ela ocupava anteriormente. Ou seja, o adolescente ele passa a questionar de certa forma e romper com esse núcleo familiar. O que acontece ao longo da pandemia é que esse jovem, esse adolescente é colocado justamente dentro desse núcleo familiar, sem muitas vezes a possibilidade de sair dele. Vários jovens são impedidos de ir presencialmente até a escola e encontrar os seus amigos, os seus semelhantes. Como que isso afetou esse processo de rompimento com o núcleo familiar e quais os possíveis impactos disso para os jovens e para as jovens? Ce n'est pas seulement la famille qui a perdu son autorité pour l'adolescent, mais c'est qu'il n'y a plus d'autorité enseignante, morale ou religieuse qu'il respecte, car aucune de ces autorités ne prend en compte sa honte devant les désirs qu'il éprouve et son incapacité à les satisfaire honorablement. De telle sorte que, vous avez raison, la pandémie a aggravé la situation, puisque l'adolescent a perdu la possibilité de se soutenir par l'appartenance à une bande, c'est-à-dire des jeunes qui ont les mêmes problèmes que lui, ce qui montre bien ce qui manque à l'adolescent. Melman, em meio a essa falta de reconhecimento da sociedade, essa falta de autoridade e essa situação em que o senhor define a adolescência como sendo um período onde não é possível ser feliz, qual que é o papel da escola? Qual que é o papel da escola nesse reconhecimento? Rien n'est prévu dans notre enseignement pour répondre aux difficultés de l'adolescent, ce qui veut dire que nos interventions lui paraîtront toujours abusives ou à côté de la question. En revanche, l'école l'intéresse parce qu'elle lui permet de retrouver la bande de ses copains et copines et donc d'avoir une vie parallèle autonome qui lui rend l'existence supportable. Perfeito, Melman. Obrigado. No Brasil, a taxa de suicídio de jovens entre 10 e 19 anos cresceu 55% entre 2008 e 2017. Existe uma estatística amplamente difundida, principalmente entre os periódicos biomédicos,
de que 90% dos suicídios são cometidos por pessoas com algum diagnóstico de problema mental. O que essa redução do suicídio a um problema mental pode impactar na forma como lidamos com ele? Il n'y a pas besoin de trouble mental pour que l'adolescent puisse avoir des impulsions au suicide. Parce que nous avons fait de l'adolescence elle-même une pathologie, c'est-à-dire une souffrance qui suffit pour causer le suicide. La cause en est logique. Comme je le disais tout à l'heure, l'adolescent éprouve le fait qu'il n'a pas de place qui lui soit réservée. Il n'en a pas dans la famille où il n'est plus un enfant, il n'en a pas dans la société où on lui refuse l'exercice de la sexualité, il n'en a pas à l'école où on s'adresse à lui dans la méconnaissance absolue de ses tourments. Quand quelqu'un n'a plus de place nulle part, c'est-à-dire qu'il n'a plus de lieu d'où il peut faire entendre sa parole. La seule solution, c'est d'être logique. Puisqu'il n'a pas de place, il disparaît. Voilà ce que je peux répondre à votre question. Obrigado, Melman. Bom, eu fico pensando, então, a partir dessa resposta, né, do total não reconhecimento do sofrimento do adolescente pelos educadores, pela sociedade como um todo. E eu fico pensando, fico interessado no quais são os mecanismos que a gente tem dentro da escola para tentar atuar de alguma forma na prevenção do suicídio. O psicanalista Jean-Marie Forget escreve que antes da passagem ao ato, ou seja, antes do suicídio propriamente dito, o adolescente ele faz algumas encenações de fala, que ele chama. Ou seja, ele encena, ele atua falas que já não podem ser mais ouvidas. Isso significa que, ao meu ver, existe um trabalho importante no sentido de prevenção do suicídio de adolescente. A minha pergunta para o senhor é: o que precisa mudar na escola para que essas encenações de fala possam ser ouvidas e percebidas e que, para principalmente o adulto que as percebe, possa se responsabilizar por aquilo que ele está ouvindo ou percebendo? Je vais vous dire quelque chose de bizarre, mais c'est comme l'adolescent ne trouve pas de parole qui soit autonome, qui soit celle de sa subjectivité, de ses douleurs, de ses peines, de sa solitude. Il est comme sur une île où il cherche toujours son Robinson. On pourrait dire que d'une certaine manière, c'est nous qui le supprimons, c'est-à-dire le suicidons. Votre question concernant le traitement par l'école est une question intéressante et courageuse. Mais l'attitude scolaire fait elle-même partie d'une attitude culturelle. Parce que la pathologie de l'adolescent, elle n'est pas physiologique, elle est culturelle. C'est notre culture
qui fait de l'entrée de l'enfant dans la sexualité une pathologie. Vous savez sûrement qu'il existe des cultures africaines où il est permis aux adolescents de partir dans la forêt ensemble pour avoir des relations sexuelles et qui les prépare au futur mariage. Il est évident qu'une telle conduite est impensable dans notre culture. Pourquoi? Parce que nous ne reconnaissons le droit à l'exercice de la sexualité que si elle permet la mise en place et l'entretien d'une famille à l'intérieur de laquelle cette sexualité sera honorée de s'exercer. Cette contrainte est d'autant plus frappante que l'adolescent constate que bien souvent ses propres parents se permettent une liberté sexuelle en dehors de la famille. Mais il a l'habitude qu'on lui mente, alors il ferme les yeux et attend que ça se passe. Est-ce que il va rencontrer son salut du côté des autorités morales? Il est vrai que notre religion, la religion catholique par exemple, comporte des cérémonies comme la communion qui introduisent l'enfant au domaine de la responsabilité morale, c'est-à-dire d'un encouragement au refoulement. Et comme Freud l'a remarqué, ce refoulement annonce les névroses de l'adulte. Dans la religion hébraïque, la situation est un peu différente, puisque à l'âge de l'adolescence, il existe une cérémonie qui marque le passage de l'enfance à l'état adulte, ce qui est sûrement un soulagement pour l'enfant. Mais cet état ne lui donne cependant pas le droit à l'exercice sexuel. Ceci étant, il reste ouverte une question que mon parcours n'a pas permis de résoudre. Comment aider l'adolescent? Comment témoigner qu'il n'est pas pour nous un étranger et nous des étrangers pour lui, mais que nous appartenons ensemble à la même famille humaine? Ma réponse va sûrement vous paraître partiale, mais je n'en ai pas de meilleure à vous proposer. Tout à l'heure, j'ai évoqué le fait que nous ne pouvons pas conseiller à l'adolescent le roman qui lui permettrait de mieux se comprendre soi-même. Et que non seulement il n'est pas seul, mais que tout le monde a connu cette crise douloureuse. Après tout, il serait amusant de faire un concours où l'on proposerait aux romanciers d'écrire le livre
qu'il voudrait adresser aux adolescents à partir de leur propre expérience. Ceci étant, comme je suis encore un praticien et que à ma consultation je vois régulièrement des adolescents, je peux constater que l'effet favorable de leur visite n'est pas lié à l'intelligence de mes interventions, mais à la possibilité de mettre en place avec eux ce que la psychanalyse appelle un transfert. C'est-à-dire qu'il y a un endroit où il y a quelqu'un qui semble avoir un savoir sur leurs conditions, sur leur état, sur leurs difficultés, et qu'ils peuvent alors chercher avec lui le chemin qui serait personnel pour sortir de leur état. C'est, je dois dire, la condition pour rétablir la confiance en un savoir et une autorité. Cette action individuelle ne doit pas évidemment empêcher une réponse culturelle. Ce qui me paraît étrange, c'est que dans ce grand mouvement de libération sexuelle actuelle, il n'y a personne pour s'intéresser aux adolescents et souhaiter que nous puissions traiter leur maturité sexuelle autrement qu'avec des contraintes qui sont déjà dépassées, puisque comme nous le savons, la famille elle-même est aujourd'hui une institution éphémère. Je dois vous dire que personnellement, j'éprouve une certaine indignation que nous laissions nos jeunes dans des difficultés qui sont purement culturelles et que nous favorisions leur entrée dans la sexualité sous le signe du malheur ou de la clandestinité, puisque votre institution s'appelle intelligence de vie. Il me semble qu'une de ses tâches pourrait être précisément de développer l'intelligence des adolescents. Je continue d'imaginer que nous méritons mieux. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Melman. Eu gostaria de agradecer o seu tempo e a disponibilidade para estar aqui com a gente. Definitivamente esse não é um tema fácil, mas a gente está aqui no Congresso não só para discutir temas fáceis, para também trazer questionamentos e colocar questões que são difíceis, mas que precisam ser endereçadas. Au revoir et merci. Eu espero que a fala do Melman possa trazer questionamentos importantes para todas as escolas do país de como temos tratado e como temos pensado a adolescência, principalmente em nossas escolas. Queria agradecer a presença de todos e chamar aqui a Fabiana Deknop, que vai fazer a conclusão do Congresso. Muito obrigado. Você assistiu ao primeiro dia do Congresso Livre Virtual 2021.